Bonsoir à toutes, bienvenue sur le plateau de Ce Soir pour vous mesdames. Aujourd'hui un nouvel épisode qui portera cette fois-ci sur la médecine alternative. Grande question, qu'est-ce que la médecine alternative? Et autre grande question, qu'est-ce que la Torah pense de cette médecine? Est-ce que cela marche vraiment? Est-ce que c'est de la magie? Alors est-ce qu'on a le droit d'y aller aussi? Voilà, alors avec nous plusieurs invités très précieux. Docteur Tajer, voilà, vous êtes médecin généraliste et homéopathe. Vous allez nous parler de la thérapie, donc de l'homéopathie, et de la possibilité de combiner ces deux disciplines. Bonsoir, docteur Tajer. Madame Levana Benita. Bonsoir. Voilà, vous êtes une invitée toute particulière maintenant pour une thérapie toute particulière, la kinésiologie. Vous nous expliquerez donc qu'est-ce que c'est que cette thérapie, comment de nombreux patients ont guéri, du bégaiement par exemple. Bonsoir Levana. Bonsoir. Docteur Eliaou Daniel, bonsoir. Donc il s'agit d'un généraliste également scientifique et acupuncteur. Il a tout lâché pour l'acupuncture. Il nous dévoilera donc quelques miracles de cette thérapie, comme par exemple avoir rendu la vue à un aveugle. J'accueille docteur Eliaou Daniel. Et maintenant, notre quatrième invité, il s'agit donc d'un spécialiste de médecine chinoise et japonaise. Il travaille en tant qu'acupuncteur à l'hôpital de Shaare Zedek à Jérusalem et nous verrons avec lui comment cette médecine dite parallèle a réussi à s'intégrer dans un établissement dit conventionnel. Bonsoir, monsieur Rogny. Bonsoir. Docteur Tajer, bonsoir. Bonsoir. Ça me fait très plaisir de vous avoir sur le plateau. Enfin, vous êtes médecin généraliste de formation. Vous avez fait des consultations en dispensaire, en phlébologie, en homéopathie. Vous avez fait plusieurs séminaires de photothérapie, de naturothérapie. De quoi? De photothérapie, non? De phytothérapie. Ah, De phytothérapie, effectivement, de naturothérapie. Vous dites qu'il faut s'intéresser à la globalité de la personne pour guérir. Alors, ça fait longtemps que vous êtes dans le domaine, plus de 50 ans de médecine. Pas plus de 50 ans, 50 ans. 50 ans. Mais on peut dire que... Le jubilé. Voilà, un Yovel. Mais on peut dire que j'ai commencé avant, dans la mesure où j'ai été soignée depuis que j'ai 4-5 ans à l'homéopathie. Et donc, c'est quelque chose qui fait partie de ma vie depuis toujours. Alors justement, vous m'avez parlé d'une petite anecdote. J'aimerais bien que vous nous en parliez pour vous présenter justement. Vous aviez un problème d'angine à répétition. J'avais un problème d'angine à répétition qui m'empêchait d'aller à l'école. Et la médecine de l'époque voulait, comme maintenant d'ailleurs souvent, qu'on enlève les amygdales. Voilà, quelque chose vous gêne, on l'enlève. C'est un peu simpliste, mais enfin, c'est comme ça que ça marchait. Et mes parents, qui connaissaient par ma grand-mère l'homéopathie, se sont dit c'est quand même dommage de faire quelque chose d'aussi barbare à une petite fille. Et ils m'ont emmené chez un ORL homéopathe. À l'époque, on avait la chance exceptionnelle d'avoir un spécialiste ORL, en plus homéopathe. Et évidemment, en quelques traitements, il a mis fin aux angines à répétition. C'est extraordinaire. Mais alors du coup, on se pose tous la question. L'homéopathie, c'est des petites boules blanches, on est d'accord? Dans un petit tube comme ça, des petites boules blanches. Alors, qu'est-ce que c'est que ces boules blanches? Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est en quelques mots? C'est du sucre. Du sucre. C'est du sucre, mais c'est du sucre, c'est un support. C'est comme quand vous prenez une gélule. La gélule, c'est l'enveloppe. Il y a un médicament dedans. Alors, dans l'homéopathie, les granules, le médicament est dedans, mais il est imprégné. Au départ, vous avez des boules de sucre neutres et qui sont imprégnées. On projette sur les granules d'un produit, on fait tourner dans des machines qui tournent pour que ça soit imprégné profondément. Et la substance thérapeutique est imprégnée dans la granule. C'est-à-dire, en fait, vous prenez par exemple une substance... Le remède est imprégné. Par exemple, une plante, c'est quoi? C'est une plante qu'on prend et qu'on divise, c'est ça? En homéopathie, il y a des plantes, il y a des animaux, il y a des minéraux. Alors, pouvez-nous donner un exemple? Par exemple, vous voulez imprégner, vous voulez faire un remède qui s'appelle belladonna, qui est un remède de fièvre, d'angine, enfin d'un certain nombre de symptômes ou de pathologies. Donc, vous prenez de la belladone, qui est une plante toxique. Vous la mettez à mariner dans de l'alcool pendant un certain nombre de jours. Le jus, entre guillemets, la teinture que vous recueillez, va servir de base pour imprégner les petites boules. Avant de les imprégner, ça va être dilué, puisqu'un des principes de l'homéopathie, c'est la dilution, c'est l'infinitésimalité, c'est de donner des choses extrêmement diluées, des substances très diluées. D'accord, c'est une machine qui fait ça, ça veut dire en fait
Oui, je suis pas dans les labos, c'est une machine qui fait ça, je ne sais pas chez mamie, chez nous. Mais c'est une dilution, en fait, ça veut dire quoi? Donc la plante, c'est une dilution, après, qu'est-ce que vous gardez de ça? Vous gardez la mémoire de cette plante? Non, qu'est-ce que c'est exactement? Il y a des dilutions jusqu'à la 9CH, il y a des molécules qui restent. 9CH, c'est quoi? Alors 9CH, c'est un numéro de dilution. Numéro de dilution, d'accord. Voilà. Plus le chiffre est grand, plus la dilution est importante, Ouais. et au-delà de la 9CH, il y a théoriquement plus de substance. D'accord. Mais avant, par exemple, si vous voulez faire une dilution au 10e, vous prenez une goutte de la substance mère au départ, de la teinture mère, et vous le diluez dans 9 gouttes d'alcool, ça vous fait un DH, une dilution au 10e. Donc ça, C'est décimale. Ouais. Et puis vous répétez ça X fois, à chaque fois, ça vous fait 2e décimale, 3e décimale, etc. Et comment ça Si peut vous diluez avoir dans 100, dans 99 gouttes, une goutte, ça vous fait une centésimale. D'accord. CH. Mais pourquoi il faut le diluer? Qu'est-ce que ça fait? Pourquoi ne pas utiliser juste la belladonna dont vous parlez, par exemple, l'exemple? Parce que c'est toxique. Alors, La belladone, comment ça se fait que ça ne devient pas toxique et pourquoi le diluer comme ça? Qu'est-ce qui fait qu'après ça va guérir le patient? Alors, en le diluant, on obtient un effet thérapeutique sans la toxicité de la plante. C'est entre autres basé sur l'inversion d'effet en fonction de la dilution. Ouais. Et c'est une loi quasiment universelle qui s'appelle Radharn-Schultz, qui existe aussi en médecine conventionnelle. Quand vous donnez du Gardénal à des enfants, c'est un vieux médicament pour calmer les enfants, les épileptiques en particulier. Quand vous leur donnez du Gardénal, ça les calme pour la plupart, et sur un certain nombre d'enfants, ça fait le contraire, ça les excite. Donc c'est une loi générale que sur certains sujets sensibles, une substance peut au contraire faire l'effet inverse de ce qui a été attendu au niveau thérapeutique. Mais alors là est-ce qu'on se situe on se situe dans une démarche scientifique ou c'est expérimental? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut se baser dessus aussi à 100%? C'est-à-dire, ça va guérir ça, c'est sûr, ou c'est juste de l'expérimentation? Qu'est-ce que c'est une démarche scientifique? Ça veut dire 1 + 1 = 2. Je prends un Doliprane, je vais guérir. Non, vous n'allez pas guérir. Pourquoi vous allez moins souffrir ou baisser votre fièvre. Vous n'allez pas guérir. Non, mais pourquoi vous le allez Doliprane déranger le processus de guérison. Oui, mais pourquoi, par exemple, le Doliprane, qui est aussi un comprimé blanc, d'accord, on ne sait pas ce que c'est non plus, enfin, on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Pourquoi ça, c'est censé guérir? Et pourquoi l'homéopathie? Il y a des médecins qui vont dire non, l'homéopathie, je sais pas, ces petites boules blanches, ça marche pas. C'est quoi la différence entre les deux? Parce qu'ils en ont pas l'expérience, c'est tout. Mais pourquoi ils pourraient pas dire que oui, l'homéopathie, ça marche? Pourquoi? C'est pas ils savent quand même, c'est-à-dire ils ont un certain niveau d'études, etc. Pourquoi ils... Parce que est-ce qu'il y a un rapport justement ça avec l'expérience, la démarche scientifique? Dans notre époque actuelle, vous demandez à un prix Nobel de chimie de dire ce qu'il pense d'Israël, et il va vous le dire et il aura une opinion. Il y connaît rien, mais ça n'empêchera pas d'avoir une opinion. Donc vous pouvez avoir un grand professeur qui connaît des trucs beaucoup plus que moi en médecine, mais qui n'a jamais expérimenté quoi que ce soit au niveau de l'homéopathie, qui connaît rien, et qui aura une opinion. Ils auraient pas lui, mais son opinion, elle n'engage que lui. Mais ils n'auraient pas un intérêt, du coup, quand même d'utiliser cette homéopathie? S'ils sont contre, pourquoi ils auraient... Enfin, j'en sais rien, je ne peux pas répondre. Non, mais ça veut dire, vous, en tant que médecin, vous recommandez d'utiliser l'homéopathie? Qu'est-ce qui fait que vous recommandez? Qu'est-ce qui fait que vous recommandez? Pas dans tout. Oui, mais alors dans quoi, par exemple? Quand dans mon expérience ça marexemple, alors je recommande d'utiliser l'homéopathie. Alors, dans un cas, par exemple, allez-nous de maladie grave. Ouais. Disons, la maladie, par exemple, un cancer. Allez-nous. Qu'est-ce que vous suggérez? Qu'est-ce que vous proposez comme alternative? C'est là qu'on peut... Non, je ne parle pas d'alternative. Non, là, c'est pas l'alternative. C'est là que je parle de médecine complémentaire. Complémentaire. Alternative, ça voudrait dire, comme j'ai vu, hélas ici, des naturopathes prôner de prendre des jus de plantes à des gens qui étaient sous chimio avec des diarrhées, et qu'évidemment, des jus de légumes et de plantes, ça les arrangeait pas. Oui. Et de leur dire de ne pas prendre la chimio qu'on leur proposait. Alors ça, c'est une médecine alternative. C'est pas ça mon opinion. Mon idée, c'est que je suis médecin, donc je veux que les gens y guérissent, peu importe comment. Mais si je peux leur donner mieux en homéopathie, je vais leur donner mieux. Si je peux pas leur donner mieux, je vais essayer de les aider à supporter les traitements chimiothérapiques très lourds qu'on leur fait ou radiothérapie. Et en les aidant, moi, les autres confrères, par exemple en naturo ou en acupuncture, on les aide à supporter les traitements et donc on leur évite de faire des interruptions de traitement. Alors du coup, moi j'ai une question à vous poser, Madame Tagère, Docteur Tagère. C'est quoi l'homéopathie? C'est une croyance? Qu'est-ce que c'est? C'est quoi l'homéopathie? Comment vous définirez ça? Parce qu'on ça paraît un petit peu flou quand même. Non, c'est pas du tout flou. C'est une médecine qui a 200 ans.
qui est très scientifique. C'est une médecine d'expérience. Ouais. On a expérimenté, et puis les gens qui se soignent en homéopathie et les médecins qui soignent pour l'homéopathie, ils ont l'expérience dans leur pratique quotidienne de ce qui marche, de ce qui ne marche pas, et c'est aussi en fonction de notre expérience que ça marche plus ou moins bien. Alors on a plus ou moins compris ce que c'est l'homéopathie, donc voilà, c'est recommandé. Bonsoir Rav Smerla. Donc vous êtes grand Dayan de Strasbourg. Merci d'être avec nous ce soir. Est-ce qu'on a le droit, Rav Smerla, de prendre l'homéopathie? Et qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ça? Alors, halachiquement parlant, déjà, dans le Chumash, c'est déjà écrit dans Parashat Mishpatim, Verapo Yerapé. Mikan shenitan reshut lerofé lerapot. Que Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, a donné autorisation aux médecins de guérir. Parce qu'on aurait pu dire, si, pour celui qui est croyant, comme moi, comme beaucoup, qui a la émouna, on sait très bien que voilà, si on envoie une maladie, c'est Akadosh Baruch Hu qui a voulu qu'on tombe malade, peut-être parce que il y a certaines choses qu'on doit réparer au niveau de l'âme. Alors, qui dit que je peux aller chez un médecin pour aller me faire soigner? Et donc, il a fallu que la Torah nous donne une autorisation, Verapo Yerapé, que le médecin a le droit, halachiquement parlant, de soigner le malade, qu'on a donné autorisation au médecin de soigner. Alors évidemment, dans les soins, il y a certaines choses qui sont interdites. Bien sûr, tout ce qui a trait avec l'idolâtrie, s'il va soigner par des incantations idolâtres, bien évidemment, ça rentre dans l'interdit de l'idolâtrie. S'il va soigner par des effets de sorcellerie, de magie, qui passent par des incantations dans lesquelles on va utiliser des forces qui sont des forces totalement surnaturelles et qui passent par des incantations à des forces qu'on appelle des forces impures, bien évidemment, ça rentre aussi dans un interdit. Par contre, s'il utilise une thérapie qui a été prouvée comme efficace, la Gemara dit Kol sheyesh bo mishum refoua, en bo mishum darkei mori. On n'a pas le droit d'utiliser tout ce qui a trait à la superstition, qui a trait disons, à la manière comment se conduisaient d'autres peuples, qui agissaient par superstition. Par contre, si on utilise une thérapie qui a fait ses preuves et qui a une explication, même si elle n'a pas été prouvée par la science, et la science n'a pas donné son imprimature, à partir du moment où on sait que cela peut... je peux amener beaucoup d'exemples, hein, si vous voulez qu'on apporte des exemples dans le Talmud, etc. On trouve énormément de cas où dans le Talmud, par exemple, on autorise l'utilisation d'amulettes qui, à condition qu'elles aient fait leur preuve. Maintenant, faire la preuve, ça ne passe pas forcément par des études qu'on appelle études scientifiques. Hein, aujourd'hui, la science demande des études randomisées, à double aveugle, etc. Pas forcément. Pour nous, la règle, c'est la chazaka. À partir du moment où quelque chose a une efficacité 3 fois, 3 fois, c'est considéré comme une chazaka. Ce qui veut dire qu'à partir de 3 fois, on considère que si vraiment ça a marché 3 fois,
eh bien, c'est considéré comme quelque chose qui est efficace. Alors, merci beaucoup, Braf Smerla, pour cette réponse vraiment magnifique. On va passer maintenant à notre seconde invitée, ma chère Levana Benita. Bonsoir. Comment ça va? Baruch Hashem. On est très content de t'avoir ici sur le plateau. Merci beaucoup. Et alors, pour te présenter, je vais te poser une petite question. Qu'est-ce qui t'a conduit à devenir kinésiologue? Alors, j'ai eu une expérience pas évidente où j'ai perdu mon papa il y a 20 ans. Et suite à cela, j'ai eu des réactions directement, des allergies à un urticaire énorme. Bon, sur la peau, des plaques sur la peau. Exactement. Ouais. C'est assez impressionnant. Sur toutes les parties du corps. Et bon, évidemment, je n'ai pas fait le lien tout de suite. Donc, j'ai pris des antihistaminiques qui ont fait effet. Et puis après, avec le temps, pas vraiment. J'ai fait 2 ans plus tard mon ALIA. Pareil, je viens en Israël, je prends plusieurs antihistaminiques qui font effet, mais c'était plus vraiment, ça aidait plus vraiment. Donc, comme beaucoup de monde, quand la médecine conventionnelle, on ne trouve pas trop de solutions, on se dirige vers la médecine alternative. Donc, j'ai rencontré une kinésiologue qui m'a traitée, qui m'a fait des séances. Automatiquement, on est arrivé au deuil. Au deuil de ton papa. Directement au deuil. Donc, elle a traité, on a fait des séances pour essayer de rééquilibrer tout ça. Et automatiquement, les symptômes ont disparu totalement. C'est-à-dire, elle a trouvé que c'était à cause du deuil. Exactement. Et du coup, elle a... On a travaillé le deuil et ça a complètement disparu. Et c'est là que j'ai compris la force de la kinésiologie. C'est vrai. Et en fait, donc toi, tu pratiques donc la kinésiologie depuis quelques années en privé maintenant. Donc, tu as des patients et tout ça depuis de nombreuses années. Est-ce que tu peux nous expliquer juste qu'est-ce que c'est la kinésiologie? Parce que c'est un mot un peu barbare. Ouais. Voilà, on confond kinésithérapie. À ne pas confondre avec la kinésithérapie. Kiné tout court. C'est ça. Donc, la kinésiologie, c'est une médecine alternative qui permet de rééquilibrer les blocages émotionnels, physiques et psychiques. Magnifique. Voilà. Pour comprendre tout ça en quelques lignes, en quelques mots, il faut comprendre qu'en fait, le corps, il enregistre tout. Imagine-toi que dans le cerveau, tu as plusieurs tiroirs de disques durs. Ouais. Tout a été emmagasiné, tout a été enregistré depuis la petite enfance, voire un embryon dans le ventre de sa mère. Je vais m'aller plus loin. Et quand ce sont des bonnes expériences, donc ça aura que des très bonnes répercussions plus tard. Au niveau du corps, de l'émotion, il y aura un bel équilibre. Ouais. Le problème, c'est quand ce sont de mauvaises expériences. Ouais. Donc, imaginez-vous une personne qui a vécu, par exemple, un traumatisme. Donc, elle aura automatiquement des répercussions qui seront négatives. Comme je te l'ai dit, le corps a tout enregistré, inconsciemment ou pas. Et automatiquement, il y aura un blocage au niveau émotionnel. Et ce blocage émotionnel, alors du coup... ça se traduit par des peurs, des angoisses, un stress, des phobies, de l'anxiété. C'est ça. Ça peut toucher la santé physique et mentale. Ah ouais, c'est ça. Et automatiquement, il y aura des répercussions. Ça va créer un déséquilibre au niveau du développement personnel. Donc, disons par exemple, quelqu'un qui a un problème physique, par exemple, j'ai très très mal au genou, ça peut être lié au fait que je me suis fait mordu par un chien. Il y a une cause émotionnelle. C'est ça, ça peut être ça. C'est ça. Ça peut être donc c'est relié. La cause physique. Il peut avoir une association, exactement. Et alors du coup, qu'est-ce que tu soignes exactement? Alors, c'est-à-dire, est-ce que tu as des exemples? Tu m'avais parlé d'un enfant. On peut soigner tout ce qui est émotionnel, comme j'ai dit, des peurs, des stress, des angoisses, des troubles du sommeil, de la dyslexie, des gens qui ont un problème de confiance en soi, d'accord. Et ça peut être aussi le côté physique. Il faut savoir que la maladie et l'émotion, donc il y a un vrai rapport entre la maladie et l'émotion. La maladie, c'est le maladie, il faut le comprendre. Et là, on peut, soigner, par exemple, les maladies chroniques, comme les infections urinaires, les allergies, les bronchites, des cas que j'ai eu auparavant. Donc, faire parler le malade, en fait. Exactement. Et là, tu m'as dit que tu avais un cas d'une personne qui avait des infections urinaires à répétition. Tu peux m'en dire un peu plus là-dessus? Alors, ça, c'était assez exceptionnel. Alors, c'était une amie qui avait des infections à répétition. Donc, tous les 15 jours, elle prenait des antibiotiques. C'était réellement ça pendant peut-être 6 mois, 1 an. Elle prenait des antibiotiques. En discutant avec elle, ça s'est fait à distance, mais sans le vouloir. C'était pas du tout une séance, c'était amical. Voilà, je discutais avec elle. Comme je la connais, c'était plus simple. Et on a tout simplement décodé, l'infection urinaire, c'est un problème de territoire, c'est un conflit de territoire. Donc, en l'occurrence, elle n'avait pas sa place
ce soit à la maison, que ce soit au travail, peu importe, elle n'avait pas sa place, donc elle ne marquait pas son territoire. Le corps, au bout d'un moment, il parle de lui-même. C'est ça, en fait, chaque partie du corps, en fait, il y a un lien avec une certaine émotion, une ou plusieurs émotions. Exactement. Et c'est très intéressant. La maladie et l'émotion, il y a un réel lien entre les deux. Et pour le bégaiement aussi, tu m'as dit en fait qu'il y a un transfert. C'est-à-dire tu peux guérir un enfant par la mère. Dans ce cas-là, voilà, c'était un enfant qui avait 2 ans, donc je vous expliquerai comment marche, comment fonctionne une séance. Donc il avait 2 ans, il avait des bégaiements. Donc j'ai travaillé sur la mère directement. Du coup, j'ai fait un transfert sur la maman parce qu'un enfant, il est carrément sous l'énergie de la maman jusqu'à 6 ans. Donc j'ai traité la maman et on a décelé un peu, décodé tout ce qui s'est passé. On a rééquilibré. Au bout de 2 semaines, il parlait normalement. C'est assez exceptionnel. Pu, du coup, on a l'impression, on se dit tiens, on se demande, j'ai envie de me poser la question, pourquoi choisir l'homéopathie ou plutôt l'acupuncture ou plutôt la kinésiologie, et pourquoi vous faites pas de la kinésiologie par exemple, Madame Tagère? J'avais fait une formation très courte et malheureusement, ça se fait, il faut pratiquer. Ouais. Ça, c'est pas théorique. Et puis ma binôme, elle m'a fait faux bon, donc Mais du coup, pourquoi ça s'est pas fait. Pourquoi je choisirais ça ou ça c'est très intéressant. Comment choisir Pourquoi je choisirais l'homéopathie plutôt que la kinésiologie? Par exemple, là, on est là-dedans, mais après, on passera à l'acupuncture, mais pourquoi je choisirais? Qu'est-ce que vous pensez ça m'arrive de préconiser aux patients, d'aller chez préconiser aux patients d'aller voir un kinésiologue ou un kinésiologue, bien sûr. C'est ça. Donc vous êtes aussi partisan de toutes les médecines alternatives en ayant eu des formations. Moi, je suis pour que le malade il aille bien. Pour revenir Lévana, les limites de la kinésiologie, ça veut dire. Au niveau des limites, alors oui, il faut faire attention parce qu'un kinésiologue, en aucun cas, ne peut arrêter un traitement médical ou prescrire ou quoi que ce soit. Voilà. En aucun cas. C'est un complément. Ça, c'est vraiment. En aucun cas, il peut se permettre de dire tu peux arrêter ce traitement. Ça, c'est évident. Ouais. Par contre, à l'inverse, et c'est des cas que j'ai vus, en faisant des séances de kinésiologie, il peut avoir des bonnes répercussions physiques au niveau du corps. Ouais. Et le médecin peut s'attendre à être très surpris et à dire écoute, tu peux arrêter ce traitement. Un cas concret qu'il y a eu il n'y a pas très longtemps, ça s'est fait à distance. Elle m'appelle, elle a l'œil qui pleure. Pendant un mois et demi, l'œil pleure, elle ne sait pas quoi faire, donc apparemment il y a des vaisseaux, des canaux bouchés, donc elle a prévu de se faire opérer. Entre-temps, donc je discute avec elle, on se rend compte qu'elle n'a pas fait le deuil d'une personne très chère qu'elle avait perdue, donc elle n'a pas pleuré. C'est ça. Là, il n'a pas pleuré. Le corps, il va parler de lui-même. C'est ça. Donc l'œil pleurait. Donc on a discuté, elle a pris conscience, ne serait-ce que de prendre conscience, c'est la moitié du travail qui est fait. Ouais. Et l'œil s'est arrêté de pleurer au bout de 2-3 jours. Mais elle a fait un travail sur elle. La kinésiologie, c'est pas une magie. Mais du coup, alors du coup quoi? Ça veut dire en fait, elle est allée chez le médecin. Elle a dit écoute, il faut que tu te fasses opérer. Ils l'ont pris carrément pour une folle. Voilà, tu vas te faire opérer. Entre-temps, elle est allée chez toi. Elle est arrivée. Elle a discuté avec toi. Tu lui as fait plusieurs tipoulim. Elle est retournée entre guillemets en salle d'opération pour se dire peut-être finalement j'ai quand même un problème. Elle y croyait. Elle se disait les séances, c'est quand même. On va peut-être attendre un peu. Et quoi alors le chirurgien, qu'est-ce qu'il lui dit? Il était choqué. Il a dit je crois pas pourquoi tu viens, on va rentrer chez vous. J'ai pas de temps à perdre avec vous. Donc en fait, là, elle s'est arrêtée de pleurer. En quelques jours, là, elle s'est arrêtée de pleurer. En fait, elle s'est vidée, elle a vidé son inconscient. Elle a accepté, elle a travaillé. C'est pas de la magie de la kinésiologie. On dirige, on équilibre, on est là pour rééquilibrer tout ça. Mais il y a un travail aussi personnel à faire. Et comment ça se déroule une séance plus ou moins? Alors une séance, ça coûte cher, non? L'homéopathie aussi, c'est pas donné. Ça coûte cher aussi d'être malade tout le temps et de manger des médicaments tout le temps et de passer sur le billard. Exactement. On aille acheter l'homéopathie. En tout cas, Lévana. Comment ça se déroule une séance? Alors une séance dure en moyenne 1 heure, 1 heure et demie, ça dépend. Ça m'arrive de rester 2 heures des fois, donc on va dire une bonne heure. La séance se fait à travers le test musculaire. Et je viens chez toi, je t'expose mon problème et qu'est-ce qui se passe? Donc déjà, avant de commencer, je mets à l'aise la personne. Je la mets en confiance parce que sache que c'est pas évident de parler de soi, de son passé, c'est pas évident pour tout le monde. Il y en a qui ont plus de facilité que d'autres. Il y en a qui parlent pas même, non? Ouais, c'est difficile. Ouais. C'est difficile pour certaines. Pour certains. Donc évidemment, je le mets déjà en confiance. Donc je décode, j'apprends à connaître la personne, voir un peu ce qui se passe avec elle. Et après, tout le tipoul se fait à travers un toucher du corps, à travers le test musculaire. Ouais. Il faut savoir que le corps peut me répondre par oui ou par non. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est-à-dire je mets mon bras comme ça. Lévana, exactement. Tu m'appuies sur le bras. Alors, ça paraît un peu de la magie. Tu me touches et puis après, ça y est. Alors, explique-nous, c'est quoi exactement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Exactement s'il y a un stress ou pas.
Ouais. Il va pas me parler concrètement, mais il va me répondre par C'est le muscle, ou c'est par ça non. C'est le test musculaire, exactement. Alors, comment ça se passe? Et donc, à travers le test musculaire, donc, je vois exactement où est les blocages, quelle émotion est bloquée, et à partir de quand ça a été bloqué. Donc, je redescends souvent dans les âges. La mémoire du trauma, c'est ça. Comment tu appelles ça? La mémoire c'est la redescente des âges. Ouais. Souvent, je redescends dans les âges d'une personne pour voir où est la cause. Il y a la cause et le déclencheur. Alors du coup, donc voilà, donc par rapport à ça, après tu fais un petit pool. Donc après, je peux savoir exactement à partir de quand l'émotion négative chez le patient. Ouais. Et à partir de ce moment-là, je rééquilibre là où la cause a été trouvée et je reviens jusqu'à l'âge actuel. Écoute, c'est extraordinaire et est-ce que... Moi, j'ai quand même une petite question, mais peut-être qu'on va demander au Rav directement, Rav Smerla. On a une petite question pour vous. Est-ce que ça donne pas un peu l'impression, entre guillemets, d'un tour de magie? Ça paraît un petit peu surnaturel, tout ça. On touche le bras, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ça, Rav Smerla? Kinésiologie, ça vient de kiné, qui veut dire le mouvement. C'est l'étude du mouvement du corps. Et en réalité, on fait un espèce de test musculaire. C'est-à-dire que la Gemara dit, dans Masechet Brachot, la Gemara dit, Amarav anacha shoveret chatsi gufo shel adam. Que une complainte, casse la moitié de la force de l'homme. Et Rabbi Yochanan dit encore qu'il casse toute la force de l'homme. C'est-à-dire un stress, une émotion négative peut casser complètement le tonus, l'énergie du corps. Et donc, en réalité, la kinésiologie, c'est pas de la magie. La kinésiologie, c'est essayer de comprendre à partir de la réponse corporelle, donc comment le corps réagit à certains stress, à certaines paroles, à certaines pensées. Est-ce qu'il va réagir en se renforçant ou au contraire en s'affaiblissant? S'il s'affaiblit, c'est que il s'agit de quelque chose qui, effectivement, d'un stress. Si au contraire, s'il ne s'affaiblit pas, c'est qu'il n'est pas stressé par cette chose-là. Et donc, on peut étudier à travers... Enfin, c'est ça c'est une science quelque part, c'est une intelligence que je crois mis dans le corps, que le corps répond à certaines émotions. L'émotion, elle a une influence sur le corps, et ça on retrouve également dans tous nos textes que on a ce qu'on appelle le gouf et le nefesh. Le gouf, c'est le corps, la matière, et le nefesh, c'est l'émotion, la pensée, et qu'il y a un lien très fort entre le gouf et le nefesh, et que toutes les pensées, toutes les émotions, elles ont un impact sur le corps. Et en fin de compte, la kinésiologie nous permet de pouvoir étudier l'impact de toutes ces émotions sur le corps. C'est pas du tout de la magie. La magie, ce serait utiliser des phénomènes complètement surnaturels. Or là, il s'agit d'un phénomène naturel qui fait partie de la manière comment nous on est construit. Merci beaucoup, Rav Smerla. C'est très clair. C'est très, très clair. Merci beaucoup. Alors, on va passer à notre troisième invité. Donc, le Rofé, le docteur Daniel Eliyahu. Good evening. Good evening. Dr. Eliyahu, you are general practitioner, doctor, scientist, and acupuncturist. Yes. And so it's your job, yes. And first of all, as a scientist, I want to ask you a question. Yes. You have founded a molecule Yes. That can help stopping the development of the cancer. Yes. We want to know because it's very interesting and it's unbelievable. Can you tell us more about Sure, it? Sure. Thank you. I did my PhD in the Weizmann Institute, and I found a molecule. It's called P53. The whole world was working on P53 as an oncogene that it can cause cancer. I found completely opposite. I found this molecule was a suppressor gene against cancer. And it was so working against cancer.
So it was a big, research breakthrough, and it received many prizes throughout the world. Professor Moshe Oren, he was I was working in his lab and received Prize Israel, for this. So Baruch Hashem, it's a very important discovery in science. When did you discover it? It was 1989. How old were you, if I can ask? I was young. You know what, 25, 26? About 30. Yes? Yeah. Wow. You were in Israel? Yes. I was in Israel, and then I went to the United States. Yes. I did my postdoc there in the United States. 3-year postdoc in a lab. I worked on this molecule, and I found some other things. And before coming to Israel, receiving a professor, in one of the universities, I went to study acupuncture in the United States, and I understood from that many things which are connected to Judaism, things to in the profession of healing people. If I try to connect both acupuncture and the Judaism, it's very interesting. There are like 361 acupuncture points in the body. 365? 361. 61? Yes. 61. It doesn't say 365 in the Torah, no? What is missing? Yes, what is missing? Wait, what is missing? 4 is missing. If you add 4, how much it becomes? 365, right? Shasa, Gidim, and Ramach Evarim, right? So these points are connected to Shasa, Gidim, and through them we affect the Ramach Evarim. But what is, if you go more deeper, what is behind it? We have in a body, we have a physical body, we have a mental body, we have an emotional body, and on top we have the spiritual body. Spiritual body. Yes. Okay. It's called Tselem Havaya, Tselem Elokim, and both these Slamim sit in the human body as different, and you need a flow between all these 3 entities in order for the person to be spiritual and mental and emotional well. If you don't have this movement through all these bodies, something is wrong. Something will be not okay. This person will become physical pain also. Physical pain. Also, of course. Yes. So it's a fluid. So if we go back to what I told you, 361. What is missing? 4, right? Yes. So what is the 4? 4 is a spiritual body which is missing. So the acupuncture or Chinese medicine, or they got it from Abraham Avinu. They don't have that from themselves. They have from there because. Okay. And then in those days you couldn't know where the point is. Today we can know. We have special instruments to locate that point. But at that point we didn't have that. So what was missing was 4. Right? We said 4. Yeah. What is the 4? It's called Tselem Havaya. What is this? What does it mean? Tselem Havaya means spiritual body. Okay, the spiritual body which is missing, and is missing from the Chinese scriptures. They don't have that. Well, what does it mean, spiritual body? I didn't understand. What does it mean? I told you that a person has a physical body, and top of that they have a mental body, and on top of that they have an emotional body. Yes. Emotional body. That means the emotional will affect that. Let's say if a person has some emotional problem, this body will be affected, and will affect the mental body, will affect the body. It's different level. If the body is if the spiritual body is affected, all the different flows will be disrupted. How do you know where it comes from? But who told you this? Who told you this? Sorry, I'm asking because we want to know. But from where? From where you know this? Not everything I'm telling you is written. It's written, but it's not written in a special, in a systematic manner. Okay. I learn again and learn and discover and learn. I'm a scientist, don't forget.
I'm learning. You're a scientist. As And a scientist, you As science, say? I'm learning Yes. and developing, learning and developing all the time. It's 30 years I'm not doing that. Yes. It's not one day. No. It's many years. And I work with the patients and see how they react. I see how things work. If I find a spiritual key with that patient, I'll go with that key and try to open the other blockages which are existing in that body. So I have a question about it. Very interesting. Okay. Thank you for the answer. Okay. We try to understand you very concretely. I have a problem. Yes. I have my knee hurts me. Yeah. Okay. I come to you. Okay. Okay. So you can see if one of these points is missing. How do you find How do you this? find? How I'll tell you. can I'll you tell describe? Yeah, of course. Thank Of you. course. Okay. Let's say you have a problem in one of the legs. Okay. Mhm. Now you have a physical leg, and on top of that is sitting a spiritual leg. Okay. The spiritual leg you don't see. Spiritual There's a spiritual entity on that leg, entity. Okay. It, for example, I tell you example of there are people I've seen, Khayalim, or the people who have no leg, one leg is missing, and then they describe me. Listen, I have pain in that finger. Which finger? You don't have the finger. Where's the finger? It's called phantomic pain. A phantomic pain. What is wow. the phantomic pain? Phantomic pain, it means the pain which is there, but the leg is not there. That MR, that is missing. So how the pain there? And I can help. I usually can help this person with acupuncture, for example. Why? Because acupuncture points go through this whole body, this spiritual body which is there. So It's you connect Yeah. to the body. It's connected to the body. Okay, can I just ask a question before you answering to this Yes. question? It's Yeah. possible. Yeah, sure. This science, you say like acupuncture, you say what I understood that it's in the Torah, but Yeah. why it is Chinese people who has this? I'll explain to you. If it's possible, just Yeah, sure. that we can Of course, understand after Of course. why it goes to the hands of the Chinese people. Of let's course. say. You see, the Jewish, we had all the knowledge in our hands before. But don't forget, the Jewish nation was all the time thrown away from every place they were there. Countries can. From England, from Sfarad, from everywhere. They were thrown away. So when the people runs away, what he loses books, his knowledge, loses knowledge. He takes the main things which are there. Okay, so we have the Talmud, we have the Torah, but we lost most of knowledge. Okay. Yes. Okay, so that's fine. That's the reason. But the yin and the yang, it's It's another science, right? No, it's not under science. It's like chayut. What is the Chinese are speaking about qi? What is qi? It's chayut. But it's connected, yin and yang and acupuncture. Yes, it's like- This is what I know. I don't know. You're gonna tell us. It's like But Yom Velayla. My same. Yom Velayla. Yom Yom is day. Velayla, keep it Yom- night and day. Yes, we have forces in the day. We have forces at night. It's different forces. Okay. It's same thing. It's not different. They're speaking in a different language which people don't understand, but it's the same. No, same. because of the energy and all of this. It's nothing. It's nothing. It's not It's nothing. connected. It's not energy. The Hinduism and chayut. everything, all these things. It's no, not. it's not connected. It's completely science. This acupuncture is complete science. It's You exercise. should understand Okay. because when I treat a person, I see the difference in the pulses. I can see the change in the body. The change. And And why you use the needles? it's one more. Why you need It's a placebo. Or it's a mamash. Why we need medicine? It Yeah. works. It We works. use. The needles. The things you Of put. course, of course. It makes a fluid. Yes, Like it, it helps the it body helps the fluid to flow. to flow. Yeah. And It opens so the blockages. you tell me if it's true what I said, that you gave back to someone the view. Many people, not You blindness. Yes. And also someone who was on a wheelchair. Yes. I have people And they walk. Can you Right, give right. us Yes. explain what Sure. happens? because I should understand the body has
certain function, certain laws of nature which are affecting the body. It's written in the scriptures, Bereshit bara Elokim, et hashamayim v'haaretz. Bereshit bara Elokim. Elokim is Hateva. What's Hateva? It's Chukei Teva. That means first a person should learn how to use the Chukei Teva in his life. Rav Smerla, vous êtes avec nous? Oui? Oui. Super. Alors, en fait, la question que j'avais posée au docteur Eliaou par rapport au yin et au yang. Yin et yang. Yin et and. Yang. Et yang. Yin et yang. J'ai pas encore fait d'études de chinois, mais ça va pas tarder, je crois. Donc, en fait, moi, je voulais vous poser cette question, Rav Smerla, par rapport à cette théorie. Je sais pas si c'est une théorie, je sais, religieuse ou pas. Est-ce que c'est pas une forme d'idolâtrie? On a posé la question donc au docteur Eliaou. Ça avait l'air que non, que c'était voilà des particules de ce qui restait, etc. Enfin bon, bref. Donc qu'est-ce que vous nous dites de ça? On a le droit d'aller chez un acupuncteur c'est quoi ces énergies QI, je sais pas comment on dit, Chi. Voilà. Mais ça s'écrit QI quand même, hein. J'ai fait ce que j'ai pu. En vérité, en chinois, c'est même pas Chi, c'est Chi. Oui, Alors, ça s'écrit THI. Et en japonais, c'est Kui, c'est le Ki. Et en chinois, c'est le Chi. La médecine chinoise reconnaît une énergie universelle. Cette énergie universelle, pour nous, c'est pas de l'idolâtrie. Elle existe dans nos textes. Si vous regardez dans Ramban, Nachmanide, au tout début de son commentaire sur la Torah, sur le Sefer Bereshit, il écrit que lorsque Akadosh Baruch Hu a créé le monde, Bereshit bara Elokim, Tashamayim ve'taretz, bara, ça veut dire que le monde a été créé ex nihilo, à partir du néant. Cependant, la première chose qu'Hachem a créée, ve'aretz haïta tohu. Et le Ramban explique qu'est-ce que c'est tohu. Tohu, c'est une énergie. Akadosh Baruch Hu a créé une énergie première, et le Ramban dit celle que les Grecs appelaient Hayuli. Et c'est à partir de cette énergie première que ont été créés ensuite tous les éléments de la création. Le premier élément, c'est une énergie. C'est une énergie qui permet la création de tous les autres, mais qui a été créée par Hachem, qui n'est pas une force divine, qui n'a aucune divinité. C'est une force, comme on dirait l'électricité ou d'autres forces. C'est une force à partir de laquelle Akadosh Baruch Hu a créé tout le reste. C'est ce que dit Ramban, le Nachmanide. Donc, le fait qu'il y a une énergie qui existe dans l'ensemble de la création et qui, bien évidemment, a un effet sur nous-mêmes, sur notre corps, sur notre personne, sur notre personnalité, c'est quelque chose qui existe totalement dans nos textes. Alors, dans la médecine chinoise, on considère que cette énergie, elle est polarisée, comme vous dites, en yin et en yang. Le yin, c'est le principe féminin, et le yang, c'est le principe masculin. Le yin représente l'obscurité, la fraîcheur, la réceptivité, la lune, etc. Le yang représente le principe du soleil, de la luminosité, de la chaleur, de l'élan, de l'action, etc. Ce sont deux facettes de la même énergie qui se polarisent en deux concepts, yin et yang. Dans la Gemara, dans le Talmud, il est dit, alors je vous rapporte un texte là, dans Baba Batra, Aïn Dalet, qui dit Amar Avuda Amarav, Kol ma shebara Akadosh Baruch Hu be'olamo, Zachar unkeva bera'am. Ravuda dit au nom de Rav, tout ce que le Saint béni soit-il a créé dans son monde, il l'a créé masculin et féminin. Tout est polarisé en masculin et féminin. Donc dire qu'il y a
une polarisation masculine et féminine dans l'énergie, c'est quelque chose qui est attesté par nos textes, par le texte du Talmud. Donc tout cela, comme il a bien expliqué le docteur Rofé Eliaou, que en réalité tout ça, ça vient de chez nous. Avraham Avinu a donné aux enfants de Ketora, il leur a donné des concepts médicaux, etc., pour pouvoir. Ils sont partis à l'Artsa Benekedem, c'est marqué là-bas dans le Passouk, dans les terres d'Orient. Donc en vérité, toute cette science médicale orientale, quelque part, elle a une source chez nous. Alors bien sûr, chez eux, il y a de l'idolâtrie. Évidemment, en Extrême-Orient, il y a aussi de l'idolâtrie. Mais tous ces concepts-là, ils s'expliquent pas du tout de manière idolâtre, mais bien au contraire, ils peuvent s'expliquer par nos textes, par notre religion. Ils ne sont pas du tout en désaccord avec notre religion. Ouais, c'est magnifique. Eh bien, écoutez, c'est très bien. Donc, pour l'instant, on peut aller chez un acupuncteur, on peut aller chez Levana en kinésiologie et on peut prendre de l'homéopathie. On espère pas avoir besoin de ça pour l'instant. En tout cas, maintenant, merci beaucoup, Rav Serna. Thank you very much. Yeah. Maintenant, voilà notre quatrième invité, Monsieur Hillel Waknin. Bonsoir, Monsieur Hillel Waknin. Bonsoir. Alors, merci d'être avec nous sur le plateau. Shalom, shalom. Voilà. Vous êtes spécialiste de la médecine chinoise et japonaise. Vous avez étudié donc en Israël et en Chine. Et vous avez une clinique pluridisciplinaire qui s'appelle la clinique Serenity, qui est ici en Israël, Tout à fait. à Jérusalem. Oui. D'accord. Et donc, vous formez des futurs thérapeutes qui vont travailler en hôpitaux et dans des établissements médicaux. Et vous travaillez depuis 15 ans en coopération avec l'hôpital Shaare Tzedek. C'est bien ça? Tout à fait. Alors, moi, j'ai une question à vous poser. En prie. D'ailleurs, il faudra aussi qu'on fasse un petit peu un biais avec Dr Eliaou. Comment vous avez fait, enfin, je ne sais pas si c'est vous, mais comment c'est possible, comment ça a été possible que l'acupuncture, qui a priori n'est pas reconnue par le système conventionnel, a pu s'intégrer à Shaare Tzedek, qui est un hôpital conventionnel? C'est une très bonne question. Alors, on vous écoute. Je vais essayer d'y répondre brièvement avec différents éléments, certains qui ont déjà été donnés un petit peu autour de table. Il faut déjà essayer de positionner un petit peu les éléments. Si on parle de la médecine en général, dans les premiers principes, la médecine, c'est surtout de la prévention. Si on prend les textes d'Hippocrate et qu'on les lit attentivement, on verra qu'on parle énormément. Quelqu'un qui ne connaît pas, il dirait il s'agit d'un super naturopathe, et puis d'un coup il va se rendre compte que c'était le grand maître. Et puis finalement, on parle beaucoup de prévention. C'est-à-dire que finalement, lorsqu'on repositionne justement les différentes techniques, justement les différentes approches de médecine, on prend en compte justement le fait qu'avant de tomber malade, il faut tout faire pour ne pas tomber malade. D'accord, on va commencer par cette Nekuda-là. Ce qui nous amène en vérité à comprendre comment ça fonctionne en Chine depuis à peu près 2500 ans. La médecine chinoise est très ancienne. On a des livres comme le Huatinei Jing, des livres très très anciens, Binke et encore toutes sortes de livres qui sont en vérité qui viennent nous exprimer que finalement il y a une recherche depuis des années et des années de la part de médecins qui étaient aussi philosophes, aussi de grands penseurs. En général, ça allait tout souvent ensemble, mais ne pas oublier que c'était aussi des médecins. Alors, pourquoi j'insiste sur ça? Parce que on a tendance, en fait, des fois, à sacraliser un petit peu ce côté, un petit peu le rendre un petit peu à la médecine chinoise. Bon, c'est très finalement, c'est loin, puis ça parlait peut-être un petit peu, effectivement, parce qu'il y a aussi dans l'histoire du temps du chamanisme, toutes sortes de choses, un état un petit peu empirique. Donc on n'y voit pas très très clair. Et puis les premiers médecins donc européens sont venus en Chine pour découvrir la médecine chinoise, on va dire, chez les Chinois, parce qu'à ce moment-là, il y a eu une certaine ouverture d'esprit pour différentes raisons. Et finalement, ils ont rapporté ça. Et puis le problème, c'est qu'ils l'ont rapporté pas forcément de la bonne manière. Ça veut dire qu'en fait, ils ont pris des livres, ils les ont traduits, et puis ils les ont traduits avec des concepts très éthérés et très plein de paraboles, et puis ils ont essayé de prendre ça et puis hop, de l'asseoir dans les textes, essayer de faire on va dire des parallèles avec la médecine conventionnelle. Et c'est là que ça a commencé à faire un petit problème pour les médecins en vérité, on va dire les médecins comme on a l'habitude en Europe, qui ont dit attends, tu peux pas me dire que la rate c'est ci, et qu'on parle d'une énergie comme ci, une énergie comme ça, et puis d'un coup donc ça nous a paru comme quelque chose d'assez, on va dire, qui a fait un petit peu peur. Une petite question.
Qu'est-ce qui s'est passé justement? Vous dites qu'ils ont récupéré toute la science pour faire grosso modo. Hein. Ils ont récupéré toute la science en Chine, ils l'ont importée, disons, en Europe. Et vous avez dit c'est pas exact ce qu'ils ont pris. Alors comment c'est devenu exact? Alors je vais vous dire tout simplement pour une bonne raison. Et le parallèle avec la préparation. D'abord tout ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu de mauvaises traductions. D'accord, c'est-à-dire que des fois on traduisait en fait des thèmes ou des principes de médecine chinoise, et puis forcément ça ne corroborait pas avec. Par exemple, un exemple le plus simple du monde, d'accord. Pour la médecine chinoise, on parle de la rate énormément, la rate. Sauf qu'on va lui donner des qualités on va dire de glandes annexes à la digestion. Or, pour n'importe quelle personne qui ferait de la médecine normale dirait bon bah oui, il est tout, pas forcément pour eux. Mais si on prend en compte que finalement on parlait du pancréas et qu'on avait traduit ça normalement, on aurait compris que pour les médecins chinois, le pancréas et la rate sont en fait un ensemble qui est un petit peu parallèle au foie. D'ailleurs en Chine on l'appelle le foie qui est à gauche, en parlant du pancréas et de la rate, et que finalement à ce moment-là ça devient bien plus intelligent, bien plus compréhensible. Et comment ils sont arrivés à ça? Et ben en fait, il a fallu des années pour qu'en fait ces échanges qu'il y a eu aujourd'hui, cette capacité justement à pouvoir échanger, l'ouverture d'esprit, la possibilité aujourd'hui de pouvoir encore une fois définir toutes sortes justement de comment on appelle ça, de phénomènes. Aujourd'hui avec l'imagerie cérébrale, j'en parlais tout à l'heure, on peut très bien voir ce qui se passe avant un traitement et après un traitement. Aujourd'hui, ça ment plus. C'est-à-dire il n'y a pas de quelque chose qui fonctionne, bon, on va le voir clairement. Après, comme toute chose, il y a ses limites, mais on est capable aujourd'hui de pouvoir décrire les phénomènes. Donc en fait, il y a eu ça. Voilà, exactement. Oui, mais ça veut dire donc c'était pas là, ça n'a rien à voir pour l'instant avec la Torah. C'est-à-dire dans le sens que en fait là, c'est juste la découverte d'une science et à cause de la distance. Alors, c'est ça? Pas forcément que de la distance. On va dire que c'est d'abord une histoire de culture, une histoire d'ouverture, une histoire déjà d'échange. Et finalement, et comme l'israélien de base est très très sacrane, comme on dit en hébreu, c'est-à-dire très curieux, il y a eu énormément d'échanges avec des universités chinoises qui ont permis justement de rapporter, notamment en tout cas en Israël, tout ce savoir universitaire. Il y a eu des échanges avec des médecins très importants de Chine, de différentes universités de Hangzhou, Chengdu et toutes sortes d'endroits, qui ont permis justement à ce moment-là de pouvoir apporter ça et de dire, écoutez, le mieux, c'est d'aller dans les endroits où on fait de la médecine, en Chine. En Israël, où est-ce qu'on traite des gens, c'est dans les hôpitaux. Et donc il y a des hôpitaux qui se sont prêtés au jeu, notamment Shaare Zedek, qui est un des premiers. C'est incroyable. Ça. C'est incroyable. Qui ont été d'accord. Mais totalement. Et attention, ça a commencé très. Ils ont dit, ok, d'accord, je veux bien voir. Allez, on va prendre telle pathologie, tel problème. Montrez-moi de quoi vous êtes capable. Ils vous ont mis à l'épreuve plutôt. Oui, c'est plutôt dans ce sens-là ou ils étaient plutôt curieux? Attention, alors avant moi, il y a eu aussi de grands spécialistes avec les gens aussi hommage aujourd'hui qui passent. C'est ça, mais avant. Ils ont été là, ils ont fait énormément de travail. Moi, ça fait effectivement une quinzaine d'années. J'ai eu l'occasion de faire plusieurs mercarim, donc plusieurs études et justement prouver l'efficacité sur certains problèmes. On va en parler dans quelques instants. Mais je veux dire qu'effectivement, les médecins ont dit, tu sais quoi, ça marche, prouve-le-nous. Donc à ce moment-là, on va nous amener toute une série donc de patients. De patients, ouais. Voilà. Et puis à ce moment-là, on va mettre en place donc une espèce de mercat qui va nous permettre de pouvoir définir si oui ou non ça fonctionne. Puis à ce moment-là, c'est très simple. Ça fonctionne pas, bon bah ça fonctionne pas. Et puis si ça fonctionne, et ben on continue avec. Ça a fonctionné. Non seulement ça a fonctionné, mais ça a ouvert en vérité des possibilités incroyables. L'hôpital de Shaare Zedek, je peux dire aujourd'hui que c'est peut-être un des, mis à part ce qui se passe en Chine, c'est peut-être un des seuls au monde à avoir fait autant de, on va dire, intégrer la médecine chinoise avec autant de symbiose. D'accord, c'est quelque chose. Je veux dire aujourd'hui, par exemple, moi, je travaille en hôpital, je travaille pas en annexe. Je suis en fait un Oved de Shaare Zedek. C'est quelque chose qui est assez incroyable. Ça a sa place. Ça veut dire que ça a pris. Voilà, tout à fait. Tout à fait. Ça a pris sa place. Et ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous avez la possibilité, donc on vient, toutes sortes de médecins qui vont venir, ils vont dire, allez, montre-nous pour ci. Donc moi, j'ai travaillé avec la gastro pendant un certain moment, pour un problème qu'on appelle la dyspepsie, on va prendre ça, mais bon, très gros, toutes sortes de problèmes dont on ne sait pas exactement pour qui, pour quand, de quelle manière, mais ça va affecter en réalité le système digestif, notamment le rhumabeten, c'est-à-dire en fait au niveau estomac. Et à ce moment-là, les médecins, ils avaient soit la médicamentation, ce qui ne marchait pas, soit peut-être des opérations ou pas, parce que après on tournait très vite sur le chrono, on ne comprenait pas effectivement pourquoi et comment ça se positionne. Et à ce moment-là, on nous a dit, tu sais quoi, acupuncture, prouve-le-nous. Alors, c'est une combinaison en fait. Oui. Combinaison de... Comment vous expliquez ça? Ça veut dire il y a un protocole, Tout à fait, il y a un protocole. On a eu une centaine de patients. Et puis à ce moment-là, on a eu 75% de réussite des gens qui aujourd'hui, Baruch Hashem, sont
entre guillemets, parce que guéri de la dyslexie. Alors du coup, c'est une combinaison. Ça veut dire que c'était ça aussi un complément, comme disait Dr Tajer. Je vais vous dire un complément. Qu'est-ce que c'est? C'est pour ça que je dis comme toute chose, comme vous l'avez très bien dit. Le plus important, c'est le patient qui est au centre. Nous sommes là pour l'aider. Pour soulager, en fait, le patient. Alors, je vais vous dire, il y a des choses sur lesquelles on peut clairement, tout simplement, on pourrait dire guérir, puis il y a d'autres choses où on va accompagner. Après, vous avez aussi une possibilité qui est aussi, je veux dire, qui se lie un petit peu à ce qu'on appellera guérir, c'est qu'une personne sentira moins ses symptômes. Je donne un exemple, vous avez quelqu'un qui souffre d'une hernie discale. Bon, très probablement que l'hernie discale, si maintenant on fait un IRM et qu'on vérifie, on va voir que, oui, effectivement, entre la L4 et 5, au niveau des lombaires, il va avoir là-bas le disque va être un petit peu déchiré, ça va toucher les terminaisons nerveuses, et à ce moment-là, ça va créer donc toutes sortes de... Ok, bon, alors maintenant, symptômes. Voilà, maintenant vous allez venir faire de l'acupuncture. De douleur. Évidemment plein de choses. Ça manque de mobilité, de douleur, et puis ça peut s'aggraver par le temps, etc. etc. Bon, vous allez faire de l'acupuncture. Et incroyablement, la personne, après quelques séances, se lève, vous lui avez peut-être même évité une opération. C'est ça. Maintenant, vous allez faire un IRM, vous allez voir que l'état, il n'a pas forcément changé. Comment ça fonctionne? Alors, c'est ça qu'on veut savoir. C'est intéressant, d'accord ? Bon, alors en vérité, il faut comprendre tous les phénomènes qui sont autour. L'acupuncture, elle vient s'intégrer en fait dans un principe, justement, comme je l'ai dit tout à l'heure, synergique. On prend en compte tous les tissus. Ce qu'on appellera, on a parlé souvent des méridiens depuis tout à l'heure, un petit peu, très brièvement. Il faut savoir que méridien en chinois, ça se dit Jinglao. Et Jinglao, ça veut dire en fait tissu qui connecte. En vérité, très probablement, qui parlait, à part tout l'état, justement, ce qu'on peut appeler un petit peu énergétique, les canaux énergétiques, comme on aime les appeler. Il faut savoir qu'en vérité, il n'y a pas que 12 méridiens. Il y a ce qu'on appelle les méridiens principaux, sont effectivement 12 méridiens, mais il y en a plein d'autres. En vérité, tout le corps entier est un système de méridiens. C'est-à-dire, en vérité, que chaque tissu se connecte l'un à l'autre. Et lorsqu'on connaît, en fait, les passerelles entre les unes et les autres, via justement ces 12 méridiens-là, on a la capacité de pouvoir toucher ou relier, ajuster tout à fait toutes sortes d'organes. Ouais. On a parlé un petit peu de tout ça. C'est une science, en fait, circulation, ce qu'on appelle la circulation libre, la libre circulation, c'est la base de la santé. Pour la médecine chinoise, c'est vital. J'ai une petite question juste. Pourquoi, du coup, l'acupuncture, ça soulage la douleur? Oui. Et pourquoi, entre guillemets, je me permets de poser la question, pourquoi ça ne guérit pas? Non, alors comme je l'ai dit, il y a pour certaines choses où on va être dans le... Aujourd'hui, il y a énormément d'études qui ont été montrées qu'il y a toutes sortes, justement, grâce à l'acupuncture, ça va provoquer tout un phénomène jusqu'à des opiacés, etc. Puis ça va relâcher toutes sortes de choses. Okay. Il va avoir un état de, par exemple, on dira que lorsque vous allez mettre une petite aiguille quelque part, ça va créer une forme un petit peu justement de petites déchirures au niveau du tissu. Forcément, ça va amener sur place une réaction anti-inflammatoire, puis ça va d'auto-guérison. Alors, où c'est que ça devient très intéressant? C'est que la médecine chinoise, depuis 2500 ans, pour n'importe quel problème, elle prend en compte justement le psycho-émotionnel afin de mieux comprendre le physique. Et vice-versa. C'est-à-dire que physiquement, si quelqu'un ne fait pas ce qu'il faut, ça va finir par affecter le psycho-émotionnel. Et l'émotionnel, même si le physique fonctionne bien, la personne, elle fait du sport, elle se dort bien, elle fait ci, elle fait ça, elle prend vraiment toutes les précautions du monde, mais d'autre côté, mentalement, il y a un déséquilibre, ça va finir par affecter. Ce qui est extraordinaire, c'est que la médecine chinoise, depuis 2500 ans, son principe, vraiment on va dire, sa rhétorique de tout le temps, ce qu'on va dire le Rav, cette symbiose qu'on peut avoir justement entre ces concepts de yin et de yang. Alors, c'est un concept qui est très large. Ce yin et yang, en vérité, c'est tout à fait, comme ça a été très très bien dit, il s'agit donc de deux facettes, donc qui peuvent être aussi traduites par le physique et le mental, par exemple, qui sont complémentaires. Et justement, lorsque on les détache l'un de l'autre, c'est là que commencent tous les problèmes. Alors un cas ? Alors, je vais vous donner un cas, par exemple, d'une personne qui est venue, qui a eu 2 fois un AVC, qui était complètement out, qui a failli même se suicider à un certain moment parce qu'il n'en pouvait plus de sa vie, quelque chose d'assez lourd, très compliqué. Quand il est venu chez moi, il était en chaise roulante, complètement par la vie, plus rien du tout. Et puis, on a entrepris de faire tout un travail ensemble. Jusqu'au jour où il est venu me voir, il s'est remis à marcher Baruch Hashem, il est venu, il a jeté sa canne, il a commencé à courir un petit peu avec moi, quelques mois plus tard il s'est marié, il a retrouvé un travail et des choses incroyables derrière qui continuent. Voilà, ça c'est des histoires qui sont... grâce à l'acupuncture. Non, grâce à Dieu. Grâce à Dieu bien sûr, mais Dieu donne les l'acupuncture c'était un joli accompagnement, Baruch Hashem, on en a parlé un petit peu, d'où il provient, etc. On se rappelle d'où ça provient, c'est le bon Dieu, puis à partir de là nous on fait notre travail au mieux. Vous puissiez avoir beaucoup de
de réussite. Alors, Amen. moi, j'ai une question assez précise à vous poser. C'est est-ce qu'on ne se met pas en danger quand on accepte d'utiliser une médecine alternative? Par exemple, quelqu'un, nous, a une maladie grave. Alors, la personne, elle va prendre peut-être choisir l'option de la médecine alternative. Est-ce qu'elle doit demander un RAV d'abord? Et est-ce que c'est pas prendre un danger de dire peut-être je vais prendre une homéopathie et ça va interférer avec la maladie, une maladie grave? Comment vous répondriez à cette question? Est-ce que ça peut être un danger? Je crois que les personnes qui ont parlé, les différents thérapeutes qui ont parlé, ont donné aussi une partie de la réponse à votre question. C'est que jamais la médecine alternative ne se substitue avec à la médecine conventionnelle. Pardon. C'est un complément. C'est un accompagnement, comme a dit le docteur Waknin, ou d'autres ont dit c'est un complément. Et jamais on ne doit laisser tomber la médecine conventionnelle pour dire ben non, je vais me soigner uniquement par la médecine alternative. Mais il est vrai que parfois, la médecine conventionnelle, elle peut avoir des lacunes aussi, et elle n'arrive pas à résoudre certaines affections, et que la médecine alternative les résout parfois beaucoup mieux. Je ne crois pas que la médecine alternative, elle est en contradiction ou elle peut être dangereuse par rapport aux techniques de la médecine traditionnelle. Par exemple, quand on prend l'homéopathie, pour prendre un exemple, étant donné que la molécule qui est utilisée, elle est extrêmement diluée, donc elle n'entre pas du tout en interaction avec les molécules qui vont être prescrites par la médecine traditionnelle. Je ne vois pas en quoi ça pourrait aller à l'encontre de la médecine traditionnelle. Mais en tout cas, ça doit être pris, bien sûr, comme un complément. Et on dit dans la Bracha Hashayatzar que Rofé Kol Basar ou Mafli la Asot. Que il a fait des choses extraordinaires. Il a créé le corps de l'homme est extraordinaire et je crois que le Rophé Eliaou a très très bien expliqué les différents niveaux de l'homme, le gouffre, le nefesh, l'anshama, ce qui est spirituel, ce qui est de l'ordre de la matière, de l'ordre du corporel, de l'ordre de l'émotionnel, et tout ça se superpose, et tout ça entre en interaction l'un avec l'autre. Tout ça sont des choses extraordinaires, et quand on étudie ces médecines, on voit combien a créé des choses extraordinaires dans sa création, on voit combien la Bria est extraordinaire, et donc ça aide, je pense, ça accompagne, ça aide le patient, mais bien sûr, en parallèle. C'est pas je pense pas moi j'aime pas beaucoup le mot d'alternative, médecine alternative. Moi j'aime plutôt le médecine parallèle. Les deux sont parallèles et les deux peuvent être utilisés ensemble parce qu'en vérité le corps de l'homme justement tout ça est imbriqué ensemble et donc tout ça peut être et je pense que Dr Waknin a très très bien expliqué combien même en milieu hospitalier, combien cette médecine alternative, elle a son sens, même au milieu d'un hôpital qui est principalement focalisé sur la médecine traditionnelle, eh bien la médecine alternative, elle joue un rôle. En tout cas, c'était très intéressant tout ce que j'ai pu entendre de votre part. Nous de même, Rav Smerla, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci infiniment pour votre sagesse, merci infiniment. L'émission touche à sa fin. Voilà, si vous souhaitez contacter nos invités, donc docteur Tajer, homéopathe, médecin,
Madame Levana Benita, kinésiologue, refait docteur Eliaou Daniel, donc médecin également et acupuncteur, et monsieur donc Hillel Ouaknin, acupuncteur et donc je dirais employé à Shaharet Tzedek. Vous pouvez regarder sous la vidéo, vous avez les contacts, vous pouvez les contacter par téléphone ou par mail. On vous remercie et on espère voilà, vous avoir un peu éclairé un peu plus éclairé sur ce sujet qui est la médecine alternative. Nous vous souhaitons que des bonnes nouvelles. À bientôt.